Nous pouvons nous contenter de notre présent. Mais l'écologie, c'est une lutte pour les droits humains, pour la liberté et pour la vie. Alors il n'est plus question d'optimisme ou de pessimisme, mais de dignité. Oikos, ça veut dire le foyer, en grec, comme l'endroit où il y a le feu. Oikos, c'est un podcast écolo, tenu par une militante écolo. Moi, c'est Charlotte, mais ici, je vous parle plutôt avec mon pseudo d'activiste, Soldat Petit Pois. Après avoir pas mal milité dans le milieu écologiste, je me suis rendu compte qu'il était assez fermé sur lui-même et qu'il pouvait paraître obscur et loin des préoccupations de mes potes. Et c'est bête parce qu'en refaisant le monde en manif et en blocage, j'ai appris beaucoup de choses, et notamment qu'on a tous et toutes intérêt à vivre autrement. C'est là qu'est né Oikos, un podcast pour se retrouver entre nous, pour parler comme d'hab de ce qui nous intéresse, nos vies, mais à travers le prisme de l'écologie. Alors bienvenue sur Oikos, une feuille de brouillon, une boîte à idéal et un sac à colère au service de l'écologie. On parle de nos peurs et de nos espoirs, à nous, les gens qui peuvent encore faire basculer le monde. Bonjour, c'est Soldat Petit Pois, les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oikos, saison 5. À l'ère du tout aseptisé, des gens qui nettoient compulsivement leurs espaces en se filmant sur TikTok ou qui sont persuadés qu'il faut prendre 3 douches par jour au moins pour être propre, ne faites pas ça, le seul truc que vous décapez, c'est la protection de votre peau. Bref, à notre ère où tout doit être blanc, lisse, lol, ça nous rappelle des choses, brillant et épuré, nous autres, habitants des métropoles, vivons tout de même un paradoxe. Peu importe nos efforts, nous ne vivons pas dans un environnement propre. La vraie saleté de notre époque, celle pour laquelle vraiment on a envie de crier « saleté », elle est plus ou moins invisible. On ne la voit pas, mais on la respire à chaque instant. Respire, c'est justement le nom de l'association dont Tony, mon invité du jour, est directeur. Elle lutte depuis plus de 10 ans contre un mal du siècle, la pollution de l'air. La pollution de l'air nous entoure, nous rend malades, nous tue, brouille nos paysages et intéresse les lobbies. Heureusement, il y a des gens comme Tony qui travaillent d'arrache-pied pour rendre notre vie collective vraiment propre, c'est-à-dire respirable, en fait. Alors il nous raconte aujourd'hui au micro d'Oikos son combat, ses victoires et tout ce qu'il reste encore à faire. Bonne écoute! Les amis, c'est la petite voix du podcast qui rappelle que Oikos est un podcast indépendant et que si jamais vous voulez que ça continue à survivre, tout simplement, vous pouvez nous aider en cliquant sur le lien qui est dans la description de cet épisode. Il y a plusieurs manières de nous soutenir financièrement et puis vous pouvez évidemment aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train de nous écouter et puis sur les réseaux sociaux, ça nous fait toujours plaisir. Sur ce, je me tais. Bonne écoute, fin de la petite voix. Salut Tony. Salut. Enchantée, ravie de te recevoir sur Oikos. Pour poser un peu les bases, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui nous écoutent ? Donc je suis Tony Rinucci, je suis directeur de l'association Respire, association pour l'amélioration de la qualité de l'air en France. Et je suis directeur depuis maintenant 3 ans et demi. Trop bien. Et on va beaucoup en parler dans cet épisode. Alors, question très très vaste, j'en suis bien consciente, mais que je pose à tous les invités du podcast pour situer un peu ta vision à toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'écologie ? L'écologie, de façon très globale, et ce qui me vient tout de suite à l'esprit, sans rentrer dans une définition qui soit scientifique ou autre, c'est l'ensemble des actions et des orientations qu'on peut mettre en place pour améliorer le monde du vivant. Et le monde du vivant, il y a plusieurs, aspects, que ce soit au niveau de la planète, que ce soit au niveau de la biodiversité, que ce soit au niveau de notre santé. Et donc nous, avec Respire et sur le sujet de la qualité de l'air, on est plutôt sur les actions qui permettent d'améliorer la santé publique. Ok, très clair. Toi, quel a été ton parcours ? Comment tu as été amené en fait, à travailler sur ces questions ? Alors initialement, je viens pas du tout du monde de l'écologie. J'ai fait une école de commerce. Je travaillais dans le conseil en organisation, en management pour le secteur public au sein de Soprasteria, qui était une expérience intéressante, mais qui je pense correspondait pas forcément ou de façon évidente à ce qui moi m'intéressait réellement. Et au bout d'un moment, j'ai repris des études en parallèle. J'ai fait un master spécialisé à l'ENA. À l'époque, ça s'appelait toujours l'ENA,
en prévention et gestion territoriale des risques. Okay. Et j'ai fait mon sujet de thèse professionnelle sur les politiques publiques de lutte contre la pollution de l'air. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de faire justement un sujet sur l'écologie dans un territoire et avec en plus une dimension internationale, parce que je faisais une comparaison entre Paris, Londres et New York. Mais je n'y connaissais rien initialement, je savais même pas vraiment la différence entre réchauffement climatique et pollution de l'air, entre CO2 et polluants atmosphériques. Et ce qui m'a un peu motivé à aller sur ce sujet, c'est qu'il y a eu des gros pics de pollution en 2014 et 2015 à Paris, tellement impressionnant qu'on ne voyait plus la Tour Eiffel. Et j'ai senti qu'il y avait un besoin, notamment au niveau des acteurs publics, d'être mieux conseillés sur comment faire évoluer les choses, comment progresser, comment améliorer aussi la qualité de l'air. Et que finalement, il y avait peu d'acteurs qui amenaient des réponses. Donc c'est comme ça que je me suis intéressé à ce sujet via du coup la thèse professionnelle et puis 3 ans plus tard en intégrant l'association en tant que directeur. Ok, et ben justement parlons un peu de l'asso. Est-ce que tu peux nous la présenter ? Est-ce que tu sais un peu nous dire comment elle est née ? Alors Respire déjà, ça existe depuis 2011. Initialement c'était une association vraiment très citoyenne, un groupe de cyclistes qui voulait sensibiliser sur ce sujet de la qualité de l'air. Et qui l'ont fait notamment via des actions juridiques qui ont été assez médiatiques et qui ont fait parler de l'association. Donc il y a eu plusieurs points, il y a eu notamment la carte des écoles polluées à Paris en 2019 qui a fait pas mal parler parce que enfin de façon visible on pouvait constater la pollution, ce qui est toujours très compliqué. On dit d'ailleurs que c'est une pollution invisible. Et puis il y a eu aussi les campagnes de mesure sur la pollution du métro, donc ce qu'on appelle les enceintes ferroviaires souterraines de la RATP. Et donc Respire s'est beaucoup illustré avec ces campagnes de mesure-là sur un sujet sur lequel il y avait une véritable omerta. Et donc c'est comme ça que l'association s'est développée. Elle compte aujourd'hui un peu plus de 2800 adhérents, on est 4 salariés, on a un bureau, un conseil scientifique, et je dirais que l'association elle a 2 objectifs principaux, c'est sensibiliser l'opinion publique sur les sujets de la qualité de l'air et influencer les pouvoirs publics, les décideurs pour prendre des meilleures décisions avec l'objectif d'améliorer la qualité de l'air. Et puis il y a un 3e objectif qui est un peu, je dirais sur le côté, qui est l'accompagnement des victimes de la pollution, donc notamment au niveau juridique, et c'est aussi comme ça que Respire s'est illustré. Pour rappel, il y a eu la première condamnation de l'État envers des victimes de la pollution, 2 enfants, et une première condamnation avec une indemnisation, chose qui était totalement nouvelle en France, en Europe et même dans le monde. Ok. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner des exemples d'actions que vous avez menées par le passé ou qui sont assez marquantes, même si tu en as déjà un peu parlé Oui, alors il y a les 2 que j'ai cités, effectivement. Donc il y a des études qui ont été marquantes. La carte des écoles polluées en Île-de-France, qu'on a réédité en 2022, en Auvergne-Rhône-Alpes aussi. Donc ça a eu pas mal d'échos médiatiques, mais aussi citoyens. Il y a eu bien sûr la RATP, d'abord les rapports avec les campagnes de mesure, et ensuite la plainte contre la RATP, l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris, qui a quand même beaucoup fait bouger les choses aussi, parce que derrière il y a eu des études, même la RATP a été obligée enfin de reconnaître qu'il y avait un problème, alors qu'avant elle le niait. Et puis il y a eu quelques actions de terrain, même si c'est pas l'essentiel, ou en tout cas l'objet premier de Respire, avec des mobilisations notamment pour les rues aux écoles. Ça a été le cas beaucoup à Paris. Et avant mon arrivée, je sais que Respire était aussi très impliqué sur notamment le développement de la zone à faible émission, la piétonisation des voies sur berge. Il y a eu aussi des recours pendant le Covid pour pouvoir arrêter les épandages aériens qui envoyaient des particules fines alors qu'on était tous confinés. Voilà quelques actions un peu marquantes, et puis des actions juridiques qui ont été marquantes. J'ai cité celle sur les victimes de la pollution, donc des enfants, et la première condamnation de l'État. Il y a eu aussi le contrôle technique des 2 roues motorisées, dont on a beaucoup parlé dans les médias, et qu'on a obtenu de longues luttes après avoir saisi le Conseil d'État contre le gouvernement. Ok, bravo pour tout ça, franchement. Merci. Pour revenir un peu à la source, c'est vrai qu'on parle pas tant... on en parle beaucoup, notamment parce que là, on enregistre à Paris, donc on en parle beaucoup à Paris. Mais j'ai l'impression que quand on parle d'écologie au global, c'est vrai que la pollution de l'air, c'est pas ce qui vient en tête en premier. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous donner un aperçu un peu de concrètement qu'est-ce qu'on appelle la pollution de l'air et quelles sont les conséquences justement pour notre santé ?
Oui, déjà la première chose, c'est que c'est vrai que c'est pas le sujet qui vient en premier quand on parle d'écologie. Et je le regrette. On parle beaucoup du réchauffement climatique, c'est très important, mais le réchauffement climatique, c'est les conséquences sur la planète, et donc aussi sur nous. La pollution de l'air, c'est vraiment les conséquences sur la santé humaine. C'est pas un sujet finalement si connu que ça, même si maintenant on en parle beaucoup plus qu'avant. Ça, j'ai vraiment vu une évolution. On fait aussi des sondages, nous, auprès de la population française, donc on voit que la prise de conscience, l'inquiétude sur les sujets de pollution de l'air et des conséquences sanitaires, notamment sur les enfants, progresse énormément en France et elle est maintenant majoritaire parmi les Français. Beaucoup dans les villes, dans les grandes villes, dans les centres urbains notamment. Donc c'est sûr que c'est pas le premier sujet qui vient à l'esprit et en même temps on en parle de plus en plus et je trouve il y a quand même une prise de conscience qui augmente. Donc ça c'est un très bon point. Ensuite concrètement qu'est-ce que c'est la pollution de l'air ? C'est la pollution par des polluants qui sont présents dans l'air, qu'on va inhaler et qui vont s'attaquer à notre santé. Ces polluants ils sont divers. On a des gaz qui sont très irritants, notamment pour les voies respiratoires. Je pense au dioxyde d'azote, très émis par les voitures, notamment le diesel. On a l'ozone, alors qui est un gaz un peu différent, parce que c'est pas un polluant primaire, c'est ce qu'on appelle un polluant secondaire, qui est créé à partir d'une réaction d'autres polluants. On a les particules, et notamment les particules fines, qui sont émises certes par les voitures, mais surtout par ce qu'on appelle la pollution résidentielle, notamment le chauffage au bois. La combustion, les particules fines qui sont dangereuses parce que elles pénètrent dans notre organisme et elles s'attaquent à nos organes, à nos poumons, à notre cœur, à notre cerveau. Et plus elles sont petites et plus elles pénètrent profondément, plus elles vont au plus profond des alvéoles pulmonaires. Donc c'est de tout ça dont on parle. Mais typiquement, les particules, c'est de la poussière. Mais tellement petite qu'on ne la voit pas à l'œil nu. Et qui pénètrent vraiment dans notre organisme. Donc, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle la pollution, et notamment les polluants principaux, et contre lesquels on lutte pour essayer de réduire leur exposition, enfin déjà leurs émissions, et puis ensuite l'exposition des populations à ces polluants. Et comment du coup tu expliques le fait, bon effectivement on en parle de plus en plus, mais comment t'expliques le fait qu'on n'en parle pas tant que ça ? Est-ce que c'est le fait qu'on voit pas, c'est pas très palpable pour les gens ? Parce que par exemple le sujet des pesticides et tout, qu'on pourrait un peu lier, on en parle beaucoup plus. Toi c'est quoi un peu ton analyse de Alors il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'opinion où effectivement je pense que ce qui n'aide pas, c'est que c'est une pollution invisible. Et quand même on sait que l'air est pollué, par exemple à Paris. Bon, bah on le sait, on continue à vivre. Ça n'impacte pas directement notre quotidien. Quand on sait que la pollution d'air, c'est entre 40 et 100 000 morts par an en France. Mais vous verrez jamais sur un certificat de décès cause pollution de l'air. Ça n'existe pas. Donc en même temps, on sait que ça existe et en même temps, ça nous paraît assez loin de nous. Et c'est intéressant quand on fait les sondages d'opinion auprès des Français. Quand on leur demande comment estimez-vous la qualité de l'air dans votre lieu de vie, ils sont une majorité à dire bien, positif, c'est bon. Mais quand on leur demande êtes-vous inquiet pour les conséquences de la pollution de l'air sur, par exemple, votre famille ou vos enfants, il y a une très forte majorité qui est inquiète. Donc c'est comme si on savait qu'il y avait de la pollution, on pense que ça ne nous atteint pas nous, parce qu'on s'estime toujours assez fort, mais on s'inquiète quand même des conséquences pour les publics les plus fragiles, et notamment pour les enfants ou les personnes âgées. Donc je pense que il y a une difficulté liée au fait que ça ne soit pas visible. Ça, c'est sûr. Ceci dit, c'est quand même visible pour certaines catégories de la population, et notamment ceux qui ont des maladies respiratoires, les asthmatiques, qui souffrent à chaque fois qu'il y a un pic de pollution, ou notamment les enfants. Il faut quand même voir aussi que les cas d'asthme ont énormément augmenté dans les grandes villes, je pense notamment à Paris, et également à proximité des grands axes routiers, comme le périphérique. Deuxième aspect de la réponse, c'est pas un sujet qui est tant méconnu que ça. Ça fait des siècles qu'on parle de la pollution de l'air. Il y a même eu des édits royaux qui limitaient parfois certaines sources industrielles parce que ça émettait beaucoup de fumée noire qui étaient des nuisances pour la population. Je pense que parmi les politiques, les industriels et globalement les décideurs, ceux qui ont souvent le pouvoir, il y avait pour certains probablement une absence de prise de conscience parce qu'ils s'y intéressaient pas, pour d'autres il y avait une connaissance du sujet, mais il y avait quand même une omerta sur ce que c'était les causes, parce qu'il y a un système économique aussi qui s'impose. Donc, et on l'a vu sur des cas très récents, il suffit de citer l'affaire Volkswagen par exemple, constructeur automobile qui avait quand même trafiqué ses logiciels de façon à ce que les émissions en laboratoire paraissent rentrer dans les clous de la législation alors que les émissions réelles étaient beaucoup plus importantes.
Donc il y a peut-être une méconnaissance pour certains, il y a une volonté de cacher et de dissimuler pour d'autres. Ok. Et est-ce que du coup c'est aussi des cas, par exemple, politiquement qui sont impactés par des lobbies? Est-ce que c'est... Bien sûr. Je vais vous raconter une anecdote intéressante. Enfin, j'en ai plusieurs d'ailleurs, mais j'avais discuté à un moment, quand je faisais ma thèse professionnelle avec Ségolène Royal, qui était du coup à ce moment-là ancienne ministre de l'écologie, et qui m'expliquait que à chaque fois qu'elle prenait des décisions visant à limiter, on va dire, le développement de la voiture thermique, et donc c'était notamment, alors ça s'appelait pas encore zone à faible émission à l'époque, mais c'était le début des vignettes critères, et elle me disait systématiquement, les constructeurs automobiles allaient à Matignon, donc voir le Premier ministre de l'époque qui était Manuel Valls, pour contrecarrer ces décisions. Les constructeurs automobiles, pour ne citer qu'eux, mais ils ne sont pas les seuls, font partie de ces lobbies qui ont un accès direct au cabinet des ministres, voire aux ministres eux-mêmes, pour inverser les décisions. Je l'ai vu aussi dans un rendez-vous avec le cabinet du ministre de l'Industrie, qui était M. Lescure à l'époque, sur un tout autre sujet qui s'appelle la norme Euro 7. La norme Euro 7, c'est la norme qui autorise certains niveaux d'émissions de pollution limite pour les constructeurs automobiles quand ils construisent les véhicules. Et donc, je ne vais pas citer qui c'est, mais le conseiller qui était en charge de ces sujets-là me reçoit, il me montre tout un tas de courbes, de graphiques, il me dit, regardez, avec cette norme Euro 7 telle que la France la défend, on limite vraiment les émissions de polluants. Bon, je vois les courbes, je lui dis, mais là, ce que vous montrez, ça ne correspond pas aux particules fines. Il me dit, si, c'est les particules fines. Je dis, non, c'est pas les particules fines, ça vous montrait autre chose. En fait, il savait pas ce que c'était, mais à la limite, lui, il n'était pas censé forcément savoir en détail. Je lui dis, mais qui vous a fourni ces graphes ? Il me dit l'association des constructeurs automobiles. Donc vous voyez, en fait, il n'avait qu'une vision des choses, et c'est légitime qu'il l'ait, mais il n'avait pas notre vision, ou en tout cas d'autres visions avec d'autres points de vue, d'autres données, et une réalité visiblement alternative. Et dernier exemple, le contrôle technique des deux roues motorisées. Alors là, vraiment, en termes de lobbying, c'est incroyable. Il y a quand même des classes comme ça, comme les chasseurs ou comme les représentants des deux roues, mais qui ont un accès direct, je pense même, à l'Élysée. Et donc, le président Macron, en personne, refusait qu'on applique ce qui était quand même une législation européenne dans le droit français. Le décret sort, le lendemain, il est suspendu par le président lui-même, parce que ça commence à protester. Alors même qu'il y allait avoir des choses importantes dans ce décret, notamment des tests sur les émissions de pollution. Et on a bataillé mais pendant quasiment 2 ans au Conseil d'État à faire des recours pour faire appliquer la loi, pour faire appliquer le droit. Et bon, je vais pas donner des noms non plus, mais des sources même internes au ministère des Transports à l'époque nous disaient, mais en fait, nous, on n'est pas contre. Mais c'est le président qui ne veut pas, et personne n'arrive vraiment à comprendre pourquoi. Alors peut-être qu'il avait des amis motards, peut-être qu'il est lui-même motard, je ne sais pas. En tout cas, il y avait un accès direct des représentants des motards auprès de certaines personnes du pouvoir pour essayer de ne pas faire appliquer la décision. Mais le droit l'a emporté, et la santé publique aussi. Comment on fait pour lutter contre ces intérêts industriels qui doivent être extrêmement bloquants dans toutes les actions que vous entreprenez ? Plusieurs choses. Déjà, on lutte aussi, donc il faut aussi se faire entendre. Il faut aussi aller taper aux portes des personnes qui prennent les décisions. Donc nous aussi on rencontre les ministres, nous aussi on rencontre les cabinets ministériels, nous aussi on rencontre les parlementaires, on fait aussi beaucoup de publications, d'études, on a fait un livre blanc sur la zone à faible émission, on a proposé une stratégie aussi pour appliquer les zones à faible émission, pour aussi les réformer, pour avoir une nouvelle stratégie industrielle en France, pour notamment construire plus de véhicules à faible émission et notamment électriques. Donc nous aussi, en fait, on utilise ces armes-là, je dirais, de professionnalisation, d'expertise, directement auprès des cercles de pouvoir. On a aussi l'arme médiatique, et nous, on peut se permettre en plus d'avoir une liberté de parole et de dénoncer beaucoup de choses. Mais je dirais qu'il y a à la fois la partie émergée de l'iceberg, où là, c'est très axé sur les médias,
l'opinion publique, les publications qu'on fait, et puis il y a aussi la partie immergée, le off, où là, nous aussi, on va aller bien sûr rencontrer les personnes au centre du pouvoir pour essayer de les convaincre. Et c'est tout à fait légitime de le faire au même titre que ce que font les constructeurs automobiles. Mais on n'a pas les mêmes moyens quand même. Et je parle des constructeurs automobiles, mais il y a aussi plein d'autres lobbies qui ont beaucoup d'impact. On n'a pas les mêmes moyens, notamment en termes de financement, de budget et de marketing. Ouais, c'est clair. On a beaucoup parlé des voitures, des transports, mais tout à l'heure, tu as évoqué le chauffage des maisons. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Parce que je pense que les gens ne sont pas forcément au courant que ça pollue aussi beaucoup. Tout à fait. Alors, chaque activité est polluante. Il n'y a pas d'activité qui n'amène pas de pollution, mais certaines en amènent plus que d'autres. Sur le cas du chauffage, c'est notamment le problème du chauffage au bois. Alors, il y a plusieurs types de chauffage au bois. On a le foyer ouvert, c'est vraiment pire que tout. On peut mettre un insert. On a maintenant des poêles, donc qui sont dits comme étant plus performants, mais qui polluent quand même. On a le chauffage au gaz qui certes émet moins de polluants atmosphériques, mais qui en émet quand même. Et puis on a le chauffage électrique qui, lui, pour le coup, n'émet pas de polluants, qui est le plus efficace sur cet aspect-là. Le chauffage au bois, c'est la première source d'émissions de particules fines en France. Chose qu'on ne sait pas et que ne disent pas les médias. Et ça pose en plus d'autres sujets, et là ça rejoint le sujet plus large de l'écologie, aussi sur l'utilisation du bois, sur la déforestation, sur l'impact aussi de ces traversées de bois, donc avec aussi l'impact carbone que ça a, et l'impact que ça a aussi sur nos forêts. Et c'est un secteur qui est en plus très financé, très subventionné, notamment par le gouvernement, par les pouvoirs publics, de façon assez curieuse. C'est vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas réellement. On ne comprend pas forcément pourquoi ça continue, alors même que la pollution est toujours présente à cause de cette activité. Et puis je pense qu'auprès de l'opinion aussi, il y a aussi cet aspect un peu agréable de la bûche au coin du feu. À l'ancienne. Voilà, mais avec des conséquences sanitaires graves. Donc à terme, il faudra aller vers un remplacement complet du chauffage au bois. Est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut mettre en place des choses pour se protéger des impacts de la pollution, notamment pour les personnes qui habitent comme nous à Paris et qui sont très exposées ? Alors, je pense qu'avant de penser à se protéger soi-même, il faut qu'on se protège tous. Et se protéger tous, c'est aussi mettre en place des actions qui vont réduire les émissions de pollution. En tant qu'individu, on peut déjà se dire qu'on va reporter certains déplacements ou certains types de déplacements. Quand on peut éviter de prendre la voiture, on évite. On privilégie la marche, le vélo, les transports en commun. Si on n'a pas d'autre choix que de prendre la voiture, on va privilégier le véhicule électrique, on va privilégier la mobilité partagée. Il vaut mieux prendre un taxi ou un VTC que de rouler partout avec son véhicule individuel. Et puis après, on a d'autres notions donc plus liées à l'intérieur de chez soi. Donc, le chauffage au bois, si on peut, on essaye de remplacer par une alternative électrique, en maison par des pompes à chaleur. Quand on cuit des aliments chez soi, on essaye d'éviter les plaques de cuisson au gaz, mais plutôt les plaques de cuisson électriques. Alors, c'est pas toujours évident, hein, et je n'accuse personne, mais voilà, ça permet de savoir les bons conseils aussi. Et puis voilà, on évite aussi certains produits d'entretien qui certes sont plus polluants que d'autres, certains types de mobilier aussi qui émettent plus de pollution. Et puis je pense aussi à l'activité agricole. Alors c'est pas toujours simple non plus, mais il faut aussi, là c'est plus au niveau des préfets, parfois reporter certaines décisions d'épandage, notamment quand les conditions météorologiques ne favorisent pas la dispersion. Donc en gros, quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de pluie, c'est pas optimal pour le faire. Après, ça dépend aussi quand même beaucoup des décideurs publics. C'est à eux de mettre en place les règles qui vont favoriser aussi ces comportements plus vertueux et surtout ces activités moins émissives. Ok. Et justement, est-ce que avec l'association, vous avez des revendications particulières que vous demandez en ce moment au pouvoir public ? Oui, beaucoup de choses. Sur le véhicule, c'est d'appliquer les zones à faible émission. Nous, après, on a quand même proposé pas mal de modifications, c'est-à-dire une refonte du système critère en prenant en compte le poids des véhicules, parce qu'on voit aussi qu'il y a cette tendance à
avoir des véhicules plus lourds, plus hauts, plus encombrants, notamment avec les SUV. On a fait des recommandations sur le calendrier pour plus l'étendre, pour mettre aussi plus d'aide à destination des ménages les plus précaires, pour aussi réorienter la production industrielle vers le véhicule léger et vers le véhicule électrique, pour développer les alternatives aussi à la voiture, notamment avec le financement des transports en commun. Donc on a quand même pas mal de propositions assez larges. En ce moment, on travaille sur des sujets, je dirais, très urbains, notamment à Paris. L'aménagement des rues aux écoles, c'est-à-dire le fait de couper le trafic routier aux abords des écoles et donc de les piétoniser, mais pour justement aussi protéger la santé des plus jeunes. Là, on a sorti une étude aujourd'hui même sur la pollution des camionnettes et des camions, donc ce qu'on appelle les véhicules utilitaires légers et les poids lourds, à cause de l'activité aussi de livraison qui a un impact sur la pollution. Alors, on va pas l'arrêter du jour au lendemain, hein, c'est pas possible, mais il faut aussi encourager vraiment la transition vers l'électrique de ces véhicules-là, parce que typiquement à Paris, le trafic de ces véhicules, c'est un peu moins de 20% du trafic motorisé, mais c'est 40% de la pollution. Ah ouais. Donc, il faut aussi agir sur cette source de pollution-là. Et d'ailleurs, ce qu'on propose, c'est des zones de livraison apaisées, c'est-à-dire que des zones dans Paris, et peut-être à terme toute la ville, où on ne livrera qu'en électrique ou hydrogène ou en cycle logistique, donc notamment à vélo pour le dernier kilomètre. Et on limite vraiment la part du thermique dans une plage horaire restreinte, et à terme, on l'élimine complètement. Amsterdam, d'ailleurs, s'est déjà engagé à le faire et commence à partir de l'année prochaine. Ok, et justement, toutes ces questions soulèvent beaucoup de réactions, notamment de conflits d'usage dans les villes. Est-ce que vous avez déjà été confronté justement à ces débats un peu virulents, notamment sur la question de la piétonisation à Paris? On sait que c'est un sujet assez polémique. Globalement, c'est quoi les réactions des gens que vous rencontrez? Est-ce qu'ils sont plutôt compréhensifs, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de freins? Je dirais que quand ça concerne l'opinion générale, il y a une vraie évolution, une vraie prise de conscience. Et y compris sur l'usage de la voiture, j'étais assez surpris. Les gens, les Français, ont compris qu'il faudra agir là-dessus, notamment, et que ça passera par une réduction de l'usage. Après, il y a aussi des cas où il y a une trop forte dépendance. Je pense notamment aux territoires ruraux. Aujourd'hui, ça me paraît un peu compliqué de leur en demander plus. Mais s'il n'y a pas d'infrastructure... Exactement. J'étais en Corse au mois de juin pour un sujet de pollution, d'ailleurs, sur la pollution des bateaux. Mais en Corse, sans voiture, vous faites rien. C'est impossible. Donc là, on ne va pas leur parler de zone à faible émission. Et ceci dit, ils sont quand même très avancés sur l'électrification en Corse, notamment sur les véhicules de location. Après, nous, les réactions vives, on les a beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais, j'imagine. Ou auprès de certaines industries, certains professionnels, où là, ça peut être assez vulgaire, assez menaçant. Mais du point de vue des acteurs publics ou des gens qu'on rencontre dans la rue ou des personnes qui sont sondées dans l'opinion, globalement, personne ne dit qu'il ne faut rien faire. Oui. Tout le monde reconnaît qu'il y a un constat de pollution, il y a très peu de monde qui le nie, et tout le monde reconnaît qu'il faut avancer et faire quelque chose. Voilà, je pense que c'est le principal. Après, maintenant, c'est la question de comment on avance, qu'est-ce qu'on veut faire, à quel rythme. Oui, c'est ça, parce qu'il y a en même temps urgence de santé publique et en même temps, comme on disait, pas assez d'infrastructures, pas assez de... Ça fait rentrer des choses en contradiction, effectivement. Je voulais aussi parler un petit peu de la question des inégalités. Oui. Parce que j'ai l'impression en tout cas que la pollution de l'air, ça soulève aussi beaucoup ça. Et tu parlais des édits, des rois, etc. Et j'avais appris il y a peu de temps que la construction de Paris et la répartition démographique en fonction des classes sociales, c'était fait aussi en fonction du vent et de ce qu'il amenait comme pollution. Et du coup, ça partait plutôt vers l'est. Et du coup, que les populations les plus précaires avaient été... entre guillemets, localisé dans l'Est. Est-ce qu'il y a toujours ce constat de grandes inégalités face à la pollution de l'air ? Oui, alors pour revenir sur le cas Est-Ouest, il est intéressant. Il y a une étude de Jean-Baptiste Renard, donc, qui est chercheur au CNRS, qui est aussi membre du conseil scientifique de Respire, qui a été faite avec des capteurs et qui démontre que on a des niveaux de pollution qui sont plus élevés en particules fines au niveau du nord-est de Paris par rapport au sud-ouest de Paris. Et c'est notamment lié
à l'aménagement urbain de ces zones. Il y a moins de circulation de vent au nord-est parce que des rues qui sont plus étroites, des immeubles plus hauts, alors qu'on a plus de circulation au sud-ouest. Donc même dans l'aménagement du territoire, déjà, on a créé aussi ces inégalités. Donc ça, c'est vrai. Et puis après, c'est une vraie difficulté sociale, parce que on prend le cas de la voiture. Bon, il y a beaucoup de personnes qui utilisent la voiture, pas tant parce qu'elles en sont fans, j'imagine, mais parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Et généralement, plus on s'éloigne des centres urbains, moins on a d'infrastructures de transport en commun, plus on a besoin de la voiture. Et c'est pas non plus les coins où on a les revenus les plus élevés. Donc c'est vrai que on rentre dans une difficulté d'application parce que ça a un impact social. Ça, c'est une évidence. Mais je pense qu'on a un peu le même sujet sur le chauffage au bois. C'est très utilisé dans les territoires ruraux. Aujourd'hui, une facture d'électricité, elle peut être assez chère aussi. Donc c'est sûr qu'on a des difficultés qui sont aussi liées au pouvoir d'achat. Et est-ce que dans l'association, ou peut-être c'est pas votre rôle, mais en tout cas, est-ce que vous travaillez à proposer des solutions pour contrecarrer un peu ces effets-là ? Oui, je prends l'exemple des zones à faible émission. Quand on a fait nos propositions, on avait notamment proposé qu'on développe le leasing social, qui a d'ailleurs été fait par le gouvernement, mais qui a été arrêté, à mon sens, beaucoup trop tôt, parce que ça avait beaucoup de succès, que ça coûtait cher. Mais justement, là, on avait une offre à bas prix pour des ménages modestes. À 100 € par mois, ils avaient un véhicule électrique, ils en étaient très contents. Ça leur coûte même moins cher, peut-être, que ce qu'ils payent aujourd'hui avec un thermique. Mais si on met pas de l'argent là-dedans, on va pas avancer. Enfin, les autres pays, ils mettent du fric. Là, la Chine subventionne énormément son industrie de l'électrique, les États-Unis encore plus. Donc il faut aussi que l'Europe et la France s'y mettent. Sauf qu'il semble que le contexte budgétaire soit pas porteur pour, mais il faut quand même se poser la question à un moment de pourquoi est-ce qu'on continue à dépenser autant pour le thermique et les énergies fossiles et qu'on n'investisse pas plus dans le renouvelable et l'électrique. Et après, je voulais parler un peu aussi des actions ciblées, notamment sur la question des écoles. Est-ce que, parce que j'imagine aussi que c'est peut-être un moyen d'avoir l'écoute des gens quand on leur parle de leurs enfants. Pourquoi ce choix de travailler spécifiquement sur les écoles ? Tout simplement parce que les enfants sont plus vulnérables à la pollution de l'air que les autres. Ils sont plus petits. Donc déjà, même en termes de taille, ils sont au niveau des pots d'échappement. Ils respirent plus vite, donc ils aspirent plus de polluants. Leurs organismes sont encore en cours de formation, donc les organes ne sont pas complètement formés, donc plus vulnérables aussi à la pollution. Donc les enfants sont plus vulnérables. Et c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup mis l'accent sur ce sujet, parce qu'il faut les protéger, et aussi parce qu'on constate que c'est un des meilleurs moyens pour aider à la prise de conscience des adultes. Ça passe par les enfants. Dès qu'on parle des enfants, les adultes écoutent. Après, je ne sais pas si tu veux revenir sur ça. Je m'étais noté cette décision de la Cour d'appel de Paris ce dont on parlait au début, d'octobre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu Oui, mais ça fait le lien avec les enfants en plus. Là, on a 2 familles qui vivaient près du périphérique. Une à Paris, une à Saint-Ouen. Avec des enfants, enfin un très bas âge, c'était des bébés, c'était des nourrissons. Donc une qui avait beaucoup d'infections au niveau de la sphère ORL. Donc des otites à répétition, voilà, c'était ça. Et l'autre qui avait des crises d'asthme à répétition. Mais tellement de crises, et notamment pendant les pics de pollution, que les familles ont été obligées de quitter Paris. C'est-à-dire qu'elles ont déménagé, elles sont parties ailleurs en France, plutôt vers le sud. Et avec des conséquences à vie, parce qu'il y a notamment une des petites qui, à cause des crises régulières qu'a eu la sphère ORL, a maintenant des troubles du langage. Ah ouais. Et donc ces familles, on les a accompagnées, et donc notamment en leur mettant à disposition un de nos avocats, Maître Laforgue, qui donc a pu attaquer l'État. Et ces familles, il y a 2 choses importantes dans la décision. Déjà, on reconnaît la responsabilité de l'État dans les conséquences sanitaires. C'est-à-dire que la mauvaise gestion des pics de pollution par l'État a amené à des conséquences sanitaires sur ces enfants. Donc on montre vraiment le lien pollution-santé. Et puis deuxièmement, une indemnisation
qui a été versée. Alors, elle est ridicule, hein, c'était 4 000 euros en appel et je crois 2 000 ou 3 000 pour l'autre famille. Comparé au préjudice qu'ils ont subi, ça me paraît assez dérisoire, mais ceci dit, ça fera jurisprudence et ça, c'est le plus important. Et autre point important, il y a une nouvelle directive qualité de l'air au niveau européen qui a été adoptée au mois d'octobre, qui va notamment, grâce à 2 articles, faciliter les recours en justice pour les victimes de la pollution. Et ça, je pense que ça créera un précédent pour la suite. C'est aussi, en plus, très symbolique. Enfin, j'imagine que pour l'association, c'est aussi quelque chose qu'on peut brandir pour communiquer, etc. Bien sûr, oui. Pour faire ce lien entre la responsabilité de l'État, des pouvoirs publics et de leur inaction sur tout ça. Ok, et écoute, on arrive à mes 2 questions traditionnelles de fin, qui sont très vastes, très philosophiques, donc vraiment interprète-les dans le sens que tu veux. Elles se contrebalancent un peu en général. Mes 2 questions, c'est quelle est ta plus grande peur pour l'avenir par rapport à tout ce dont on a parlé, et quel est ton plus grand espoir? Par rapport à nos sujets de qualité de l'air? Ou de l'écologie en général. Oui, d'accord. Alors, ma plus grande peur, c'est que les blocages politiques, tels qu'on les connaît d'ailleurs en ce moment, nous amènent à ne rien faire. C'est-à-dire que, même si on est très critique de beaucoup de choses, de la part des gouvernements un peu successifs, même si on en demande toujours plus, il y a quand même des choses qui avancent, malgré tout. Même si on n'en fait pas assez, il y a quand même des choses qui avancent. Le blocage politique tel que là on l'a connu, avec la dissolution, avec quand même cette période d'instabilité, c'est-à-dire qu'on ne savait même pas est-ce qu'on allait avoir un gouvernement ou pas, a été mais complètement délétère. Déjà parce que c'est des phases où on ne pouvait rencontrer personne, parce qu'on avait des ministres démissionnaires qui n'avaient plus de légitimité, on était ensuite dans l'attente d'avoir des nouveaux gouvernants, et donc impossible de continuer à faire ce travail de plaidoyer et de sensibilisation auprès de ceux qui quand même prennent les décisions. Et ça a été pire que tout, parce que je pense que ça a aussi reporté des décisions, ça a reporté probablement des budgets, et en attendant, la pollution elle sévit toujours. Donc il vaut mieux de l'action que du blocage qui amène à de l'inaction, à mon sens. Et mon plus grand espoir, c'est quand même que, je vois quand même que les choses bougent. Maintenant, il y a honnêtement quasiment plus aucun camp politique, en dehors d'un, qui refuse de parler de pollution de l'air et qui ne prennent pas un engagement qui soit quand même plutôt positif pour améliorer la qualité de l'air. Et ça, c'est un vrai changement. Il y a plus vraiment de déni, en tout cas qui soit, je dirais, trop massif pour qu'on se dise que rien ne va changer. Okay. Donc voilà, il y a quand même une évolution positive, les choses changent, les choses s'améliorent. Oui, même si c'est plus ou moins rapide. Même si on en veut toujours plus. Exactement. Ok, et très bien. Est-ce que juste, si jamais on veut suivre ou rejoindre même Respire, comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, vous pouvez adhérer, comme ça vous recevrez notre newsletter, nos études en avant-première, et puis vous pourrez aussi participer à nos actions. Donc, notre site internet, c'est www.respire-asso.org, -6. Et puis, vous pouvez aussi nous faire des dons, d'ailleurs, sur cet asso. Je rappelle qu'on est une association d'intérêt général, donc les dons sont défiscalisés aussi, à hauteur de 66%. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre. Donc, sur Twitter, enfin X, c'est @respirasso, tout attaché. Et sur Facebook, c'est Association Respire. Et sur Instagram, c'est association-respire. Je mettrai tous les hats dans la description si besoin. Ok, et super, on va suivre ça. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça et à bientôt. Au revoir. C'est la fin de cette conversation et de cet épisode, les amis. J'espère que ça vous a intéressé. C'est vrai que c'est un sujet assez énorme dont on n'avait pas encore vraiment parlé spécifiquement sur le podcast. Donc, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à aller checker l'association Respire et les travaux qu'elle produit, parce que c'est vraiment la référence, l'asso qui se mobilise sur cette question de la pollution de l'air. Si jamais vous avez bien aimé, vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, soutenir notre média et donc
donc par ricochet ce podcast dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de nous écouter, et vous pouvez parler du podcast autour de vous. C'est vraiment une aide très précieuse. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous et respirez surtout.